Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sujet d'Apple et plus particulièrement on va se poser la question est-ce qu'il faut vendre Apple ou non, puisque ça ne vous a pas échappé, Apple en ce moment déçoit en termes de résultats et on voit passer beaucoup d'investisseurs qui décident de vendre leurs actions Apple. Donc je vais vous donner mon raisonnement aujourd'hui et surtout la réponse à la question est-ce que je vais vendre ou pas mes actions. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons pourquoi Apple déçoit, puis comment savoir si c'est fini pour une entreprise tech. Nous allons voir l'importance de se tenir au courant des actualités, les axes de croissance d'Apple, le retard sur l'intelligence artificielle d'Apple. Que faut-il faire concernant l'action Apple, ma stratégie de sortie personnelle et enfin nous ferons une conclusion. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc, Apple déçoit. Et j'ai l'impression qu'il est actuellement à la mode de vendre ses actions Apple. Comme souvent, lorsque tout le monde fait la même chose, il faut parfois prendre du recul et se poser les bonnes questions de manière pragmatique. Et en fait, quand on regarde un peu plus près la croissance des revenus d'Apple, oui, il stagne même plus précisément depuis 2022 et l'entreprise déçoit les investisseurs. Mais quand on regarde en fait un petit peu de plus près et qu'on regarde les revenus sur les 20 dernières années, on constate que les revenus d'Apple ont déjà connu des phases de stagnation entre 2015 et 2017 et notamment entre 2018 et 2020. Donc globalement, la petite période de creux, de mou qu'on a aujourd'hui n'est a priori pas extrêmement inquiétante, en tout cas par rapport à l'historique de la société. Et il y a également un sentiment qu'Apple est en retard, n'innove plus, et notamment est en retard sur Siri et l'intelligence artificielle. Donc la question à se poser est, est-ce qu'il faut vendre Apple ou non? Et juste avant de passer à la suite, j'en profite pour vous montrer sur l'application IQ Invest ici le nouvel onglet qui a fait son apparition, l'onglet Analyste, qui est extrêmement pratique et qui permet donc de constater les différences entre les prévisions des analystes et les résultats réels d'une entreprise. Puisque vous le savez, vous l'avez probablement constaté, si vous suivez vos entreprises, vous avez parfois l'impression que le cours de l'action baisse alors que l'entreprise fait pourtant de bons résultats. Eh bien en fait la réponse c'est tout simplement que souvent elle rate les prévisions des analystes. Vous voyez ici par exemple que Apple a raté de 9,82% les prévisions des EPS pour 2024. Vous avez également la prévision pour les revenus. Là ici pour le coup on a eu une différence positive, donc Apple a légèrement battu la prévision sur les revenus, mais c'est souvent la prévision des bénéfices par action qui va influencer les cours de bourse. Et on peut également se mettre en résultat trimestriel et ici vous pouvez voir que Apple par exemple a énormément déçu au troisième trimestre 2024 avec moins 64% par rapport aux attentes, mais a surperformé au quatrième trimestre avec plus 2% par rapport aux attentes. Donc ce graphique vous permet en un seul coup d'œil de comprendre comment et pourquoi le cours de bourse a bien ou mal réagi aux annonces de résultats. Et également juste en dessous, mais ça c'est plus du bonus, vous retrouvez également les notes des analystes et le détail des notations par rapport à tout un tas de critères. Mais personnellement, je ne regarde pas spécialement les notes des analystes, je regarde surtout les différences par rapport aux résultats pour comprendre comment réagit le cours de bourse de l'entreprise. Mais donc du coup, comment savoir si c'est la fin ? Comment savoir si une entreprise technologique est sur le déclin ou si elle va se faire potentiellement disrupter ou si ses produits sont beaucoup moins compétitifs qu'avant? Pour ça, on peut essayer de regarder quelques exemples du passé. Et ici, je précise que toutes les données quantitatives qui vont être affichées, donc tous les graphiques sont issus de l'application IQ Invest. Donc allez-y si vous voulez retrouver ces données. Il existe donc plusieurs entreprises technologiques sur la pente descendante. On peut prendre le cas de IBM ou encore de Cisco et les revenus de ces sociétés n'ont absolument rien de comparable à Apple, puisque IBM par exemple a traversé une période de stagnation de 10 ans entre 2004 et 2014, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, avant de voir carrément ses revenus s'effondrer entre 2014 et 2024, puisque ses revenus sont encore plus faibles que ses revenus de 1994. Ensuite, Cisco quant à elle a connu une stagnation de 9 ans entre 2013 et 2021, avant de renouer avec une légère croissance,
mais c'est potentiellement temporaire et peut-être que ces revenus vont ensuite décliner, tout comme IBM. Donc pour le moment, il est impossible de comparer ces deux profils à Apple, d'autant qu'IBM et Cisco sont des entreprises dont le déclin est visible depuis longtemps. Comme vous pouvez le voir, pour IBM, ça fait depuis 2004 que les revenus sont en décroissance. Pareil, pour Cisco, depuis 2013, on a une stagnation, donc on ne peut pas encore tirer de conclusion pour Apple avec seulement 3 années de stagnation, surtout qu'on a déjà eu 2 cas similaires chez Apple par le passé. Et du coup, quand on regarde un peu plus en détail également les marges, c'est un petit peu moins visible au niveau des marges et des retours sur capitaux. Vous avez la rentabilité qui représente les marges et les retours sur capitaux à droite. Vous voyez qu'on a eu un déclin de la marge opérationnelle d'IBM depuis à peu près 2012 et également un déclin des retours sur capitaux depuis la même période, depuis 2012. Donc potentiellement à partir de 2012, on voit qu'IBM commence réellement à perdre des parts de marché et aussi potentiellement à perdre son avantage compétitif. Pour Cisco, c'est un petit peu moins flagrant, puisque là pour le coup on a eu des marges plutôt stables pendant toute la période, malgré une marge brute qui a été en baisse de 2004 à environ 2014. Et pareil sur les retours sur capitaux, c'est beaucoup plus erratique, et il n'y a pas vraiment de tendance visible, malgré une énorme période de stagnation entre 2008 et 2018. Mais déjà, quand la top line ne grossit plus, donc quand les revenus ont du mal à croître ou quand il n'y a plus de croissance sur les revenus, c'est extrêmement mauvais signe pour une entreprise. Ensuite, on peut également regarder le cas d'Intel, qui est un autre cas d'école d'une entreprise technologique en train de mourir. Mais là, pour le coup, dans ce cas précis, il n'y a pas eu du tout de période de stagnation, ou en tout cas pas aussi flagrante et pas aussi prolongée que pour les deux cas qu'on a vus précédemment, qui auraient pu alerter les investisseurs. Chez Intel, la descente aux enfers a été complètement brutale, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, et pour comprendre les raisons, il fallait alors écouter la WWDC 2020 d'Apple. Donc la WWDC, c'est la World Wide Developer Conference, donc c'est la conférence dans laquelle Apple présente généralement ses nouveautés pour iOS, pour macOS, mais aussi potentiellement des nouveaux produits. Et pendant cette annonce, ils ont annoncé vouloir abandonner leur partenariat historique avec Intel, avec lesquels ils étaient en partenariat depuis le tout début, depuis le lancement quasiment des Mac, et tout ça au profit d'une architecture ARM maison, une architecture qui donne des puces plus performantes et moins gourmandes en énergie. Donc concrètement, à partir de cette WWDC, Intel a perdu son avantage compétitif, les fondamentaux d'Intel ont changé et les CPU d'Intel n'étaient plus du tout perçus comme les meilleurs. Donc personnellement, je n'ai jamais été investisseur d'Intel, mais je me rappelle très bien quand j'ai regardé cette WWDC en 2020, je me rappelle m'être dit Intel est foutu et potentiellement si j'avais été investisseur à ce moment-là, je l'aurais revendu, mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire avec le recul aujourd'hui qu'à faire sur le moment, puisque sur le moment, on pourra toujours essayer de trouver des excuses à la société en se disant c'est pas grave, elle va rebondir, elle va trouver de nouveaux clients, elle va développer de nouveaux CPU, elle va rattraper son retard, mais dans les faits, Intel a continué sa descente aux enfers depuis 2020. Et si on regarde un petit peu les marges, on a aussi une tendance catastrophique, on voit qu'elles se sont effondrées depuis 2020, passant même dans le négatif, même si on n'avait pas forcément de signes avant-coureurs, puisque les marges étaient plutôt stables avant 2020. Et pareil pour les retours sur capitaux, on voit qu'ils se sont effondrés en 2020-2021 et ils sont eux aussi passés maintenant dans le négatif. Et vous pouvez voir que la marge brute d'Intel a été quasiment divisée par 2 puisqu'elle était à plus de 50%, même 60% et elle est aujourd'hui aux alentours des 30%. Donc c'est vraiment impressionnant. Intel est un cas d'école d'entreprise qui perd son avantage compétitif et qui se fait disrupter par ses concurrents. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas le cas d'Apple et je pense qu'Apple n'a certainement pas dit son dernier mot et à mon avis, ils produisent toujours les meilleurs smartphones et ordinateurs portables au monde et à titre personnel, il m'est inconcevable de passer chez un concurrent, en tout cas pour le moment, peut-être que ça changera à l'avenir s'il y a des meilleurs produits sur le marché, mais je trouve objectivement que ce n'est pas le cas et les fondamentaux demeurent solides. Apple dispose de leviers de croissance, notamment avec l'iPhone 16e et à ce propos, je vous recommande de consulter la chaîne de Léo Duff sur YouTube qui offre des analyses très pertinentes sur tout l'écosystème Apple, donc très intéressant. Et aussi la mise à jour iOS 19 qui est attendue cette année et qui pourrait transformer radicalement iOS et relancer les ventes à l'image de l'impact qu'a eu iOS 14 en 2020 qui a relancé les ventes avec notamment la génération des iPhone 12 et 12 Pro. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Apple a encore des cartes à jouer
et je pense que son avantage compétitif pour le moment en tout cas demeure intact. Mais cependant, il y a aussi un gros point noir, c'est Siri qui est complètement à la ramasse aujourd'hui et les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont même repoussées à 2025 voire 2026 puisque Siri est trop en retard et ils sont énormément en retard sur ces fonctionnalités qu'ils ont annoncées à la WWDC l'année dernière. Mais a priori, ils sont vraiment en retard sur le sujet. Et pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça, puisque Apple a toujours eu l'habitude d'arriver plus ou moins après la bataille, de faire un produit meilleur que tout le monde, et une fois qu'ils ont fini par se lancer et intégrer un marché, tout le monde a l'impression que c'est eux qui ont inventé le produit, alors que ce n'est pas le cas, puisque Apple n'a jamais inventé par exemple le premier ordinateur, ni le premier ordinateur portable, ou encore le premier lecteur MP3, il y avait des lecteurs MP3 bien avant l'iPod, mais à chaque fois qu'Apple a lancé son produit, c'est devenu la référence du marché. On peut également parler de l'Apple Watch ou encore des AirPods. Et pour l'instant, il n'existe pas de cas d'usage, selon moi, révolutionnaire de l'intelligence artificielle sur Android qui inciterait, ou en tout cas qui motiverait un utilisateur d'iPhone à changer de camp. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de fonctionnalités intéressantes via l'intelligence artificielle disponible sur les smartphones Android, par exemple avec Gemini de Google, ou même Samsung qui intègre des fonctionnalités d'IA. Pour l'instant, tout ça ne justifie pas de vendre son iPhone pour passer chez Android, par exemple. Et c'est exactement la même chose pour le Mac, puisque si vous avez un Mac, vous pouvez déjà exploiter l'IA de plein de façons différentes grâce aux applications tierces, que ce soit via Copilot, Gemini, ChatGPT ou encore Cursor, etc. Il y a plein de manières de profiter de la productivité de l'IA sur macOS sans que ce soit forcément intégré dans macOS. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Personnellement, je pense que vendre Apple, en tout cas aujourd'hui, serait une erreur. L'entreprise a augmenté ses dépenses R&D, comme vous pouvez le voir à droite. Elle augmente continuellement ses dépenses depuis 2011. Également, ses marges sont en constante augmentation et ses retours sur capitaux, pareil. Ses retours sur capitaux, il ne faut pas l'oublier, sont exceptionnels, avec un ROIC de presque 50% en 2024. Il y a très peu d'entreprises qui ont des chiffres similaires. Donc pour le moment, quoi qu'il arrive, je conserve mes actions, mais je ne compte pas en racheter puisque tout simplement elle est beaucoup trop chère aujourd'hui. Mon prix juste pour Apple est plutôt autour des $160, donc vous voyez qu'on en est très loin. Personnellement, je prévois de laisser passer 2025 pour observer si les ventes repartent à la hausse, puisque une croissance sur l'année 2025 marquerait la fin de la période de stagnation de 3 ans, comparable à ce qu'on a pu observer 2 fois par le passé. Donc si début 2026, les résultats de l'année 2025 s'avèrent décevants, alors potentiellement je pourrais revoir ma position sur la société, mais ça va vraiment dépendre de comment évoluent les produits. Est-ce que l'iPhone 16e est un succès ? Est-ce que Apple arrive à intégrer les fonctionnalités d'IA dans ses produits ? Est-ce que iOS 19 est convaincant et est-ce que iOS 19 est un succès ? Bref, toutes ces questions vont pouvoir trouver une réponse cette année, donc je pense que c'est beaucoup trop tôt pour prendre une décision sur la société. Et donc du coup, ça pose des questions pour une potentielle stratégie de sortie, puisque quand est-ce qu'il faut sortir d'une position ? C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile à dire, et je pense honnêtement qu'en tant qu'investisseur, ça doit être la décision la plus difficile à prendre, puisque en théorie, on doit sortir d'une position quand les fondamentaux changent. Oui, mais comment est-ce qu'on sait quand les fondamentaux changent ? Quand les revenus stagnent aussi potentiellement, mais au bout de combien de temps ? Je pense à titre personnel que je vais me fixer 5 ans. Une deadline de 5 ans, si pendant 5 ans une entreprise n'arrive pas à augmenter significativement ses revenus, eh bien potentiellement il faut sortir de la position. Idem si les fondamentaux changent brusquement. J'ai 3 exemples en tête. On peut parler d'Intel avec le switch d'Apple des puces Intel à ses puces maison. On peut également parler de Disney quand ils sont complètement partis dans le délire woke en 2020-2021 et où ils ont massacré leur licence. Mais on peut aussi penser à Google. Quand l'intelligence artificielle est arrivée, ça a changé les fondamentaux pour Google. Est-ce que ça a été une raison de vendre Google pour autant ? Personnellement, je ne pense pas. J'ai Google en portefeuille, c'est une de mes plus grosses positions. Mais toujours est-il que les fondamentaux ont changé et que les règles qui s'appliquaient pour le moteur de recherche Google ne sont plus les mêmes aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais évidemment, tout ça, c'est au cas par cas. Ça ne s'applique pas forcément pour des secteurs cycliques comme les semi-conducteurs ou encore les entreprises pétrolières. Je pense à Canadian Natural Resources que j'ai analysé sur la chaîne mercredi. Ce type d'entreprises peuvent avoir des revenus qui stagnent pendant 3, 4, 5 ans, mais c'est la nature du marché. Ce sont des marchés qui sont cycliques. Il faut juste le savoir avant de les acheter. Et donc maintenant, pour conclure, donc vendre est toujours très difficile. Car souvent, les plus grosses erreurs en bourse sont les ventes, justement, puisque vendre trop tôt peut coûter bien plus cher à long terme que garder une position en perte. Et ça, rappelez-vous bien
que la majeure partie des erreurs ne sont pas des positions pourries qui vont être en moins-value, mais sont des manques à gagner, puisque les manques à gagner vous coûtent beaucoup plus cher que les potentielles pertes. Donc pour ma part, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de vente sur Apple, et surtout si, comme moi, vous l'avez acheté correctement à un bon prix. Personnellement, j'ai un PRU autour des 150-160$, j'ai plus exactement le montant en tête, mais je suis très satisfait de mon prix d'achat, c'est une ligne qui est en plus-value, je n'ai absolument aucune raison de la revendre pour le moment. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle est votre stratégie sur Apple, quelles sont vos convictions sur Apple, est-ce que vous comptez vendre, est-ce que vous comptez conserver, dites-moi tout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également allez suivre le podcast Focus Fondamental sur YouTube et les plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.